De somptueux palais édifiés sur les marécages par la volonté du tsar, des cathédrales et des églises de tous les styles, aux couleurs éclatantes. Une forteresse à la Vauban, au milieu du fleuve Neva. Et des kilomètres de canaux bordés de façades restaurées. Saint-Pétersbourg, fondé par Pierre le Grand, a retrouvé son lustre de grande ville d'art et de culture. Et voilà pourquoi, après avoir regardé cette émission des Racines et des Ailes, nous nous retrouvons dans un avion en direction de Saint-Pétersbourg. La plus longue avenue de Saint-Pétersbourg a 14 km. Et l'avenue de Moscou qu'on suit maintenant, une des plus longues avenues, 11 km. L'avenue relie la place de la Victoire qu'on avait quittée au centre historique de la ville. Saint-Pétersbourg est la deuxième ville de Russie après Moscou. Elle se situe sur le delta de la Neva, au fond du golfe de Finlande. Capitale de l'Empire russe de 1712 à 1918, Saint-Pétersbourg a conservé de cette époque un ensemble architectural unique qui en fait une des plus belles villes d'Europe. À l'époque de Staline, c'est le bâtiment de la mairie de cet arrondissement qu'on traverse. La ville a été fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand. Le tsar aurait choisi du premier coup d'implanter sa future capitale dans cette région marécageuse. Elle devait permettre à la Russie d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe et hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes. La ville tire son nom de l'apôtre Pierre. La rivière Fontanka. La rivière Fontanka, c'est une rivière naturelle qui traverse toute la partie historique de la ville, qui servait des limites à l'époque de Pierre le Grand de la ville. Pour des raisons politiques, la ville a été rebaptisée 3 fois au XXe siècle. Le nom est russifié en Petrograd en 1914, Saint-Pétersbourg étant jugé trop allemand, puis en 1924, Leningrad, à la mort de Lénine, et pour effacer son statut de capitale impériale. Enfin, en 1991, après la chute du Parti communiste, un référendum plébiscite le retour à son appellation d'origine. Mais nous voilà déjà au sein de la forteresse Pierre-Paul. Berceau de la ville, cette forteresse se dresse face à la Neva. C'est en 1703 que Pierre le Grand fit poser la première pierre sur ce bout d'île, dans une architecture à la Vauban. Il a fallu 20 ans pour venir à bout des terres marécageuses. À plusieurs reprises, la forteresse a servi de prison, l'une des pires du pays. C'est là que furent enfermés les membres de la noblesse qui avaient tenté de renverser Nicolas Ier. Plus tard, c'est Dostoïevski qui fut accusé de complot et enfermé dans la forteresse où il subit un simulacre d'exécution avant d'être envoyé en exil en Sibérie. La forteresse avait même son quai pour y accueillir les prisonniers. La cathédrale Pierre et Paul est située dans l'enceinte de la forteresse. Elle fut donc la première collégiale construite en pierre à Saint-Pétersbourg. Sa flèche atteint 123 mètres et elle est surmontée d'un ange tenant une croix. Cet ange est l'un des symboles les plus importants de Saint-Pétersbourg. Les restes des tsars et tsarines russes de la famille Romanov, depuis Pierre le Grand jusqu'à Nicolas II, sont conservés à l'intérieur. La dépouille du dernier empereur Nicolas II fut déposée en juillet 1998. Ce sont les sarcophages en marbre blanc, décorés par une croix en bronze doré. Si c'était une personne qui avait du pouvoir, on ajoutait des aigles bicéphales, le symbole du pouvoir en Russie. En bronze de Pierre le Grand. Sur le tombeau, on voit des ordres des médailles frappées au moment de la guerre contre la Suède.
Après avoir posé nos valises à l'hôtel Marriott, nous allons profiter des débuts des nuits blanches pour flâner le long de la Neva. En effet, à mi-mai, il fait nuit vers 23h et le soleil se lève vers 4h. Pendant les nuits blanches, le soleil se repose seulement 40 minutes. Mais parlons un peu de la Neva, qui coule du lac Lagoda au golfe de Finlande sur 74 km seulement. Bien que très courte et très large, ici, elle fait 600 mètres. Et elle est profonde de plus de 8 mètres et parfois 24 mètres, ce qui permet aux bateaux de fort tonnage de la parcourir. Saint-Pétersbourg est d'ailleurs un port très important. Elle gèle en hiver et les brise-glaces doivent intervenir quotidiennement. Saint-Pétersbourg est surnommée la Venise du Nord. Nous aurons l'occasion d'y revenir. 400 ponts franchissent la Neva et les différents canaux. Les ponts de la Neva sont soulevés la nuit pour permettre la navigation fluviale des gros bateaux. La colonne d'Alexandre s'élève sur la place du Palais. Le Palais d'hiver est le palais impérial construit en 1754 à la demande de l'impératrice Élisabeth, fille de Pierre le Grand. En 1837, le palais est totalement incendié et le tsar Nicolas Ier ordonna sa reconstruction à l'identique, terminée en 1839. Il s'étend sur 9 hectares. Ce palais est aujourd'hui considéré comme un joyau de l'art baroque russe. Le petit ermitage servit de refuge à Catherine II de 1764 à 1775. C'est dans cet immeuble qu'elle entreposa les premières peintures dont elle fit l'acquisition. Mais voyons donc quelques salles d'apparat avant d'aller au musée. Le musée de l'Ermitage, qui expose 60 000 pièces dans près de 1000 salles, est un des plus grands musées du monde. Il occupe un ensemble monumental de 6 bâtiments construits le long de la Neva. En 1764, Catherine II de Russie commence à se constituer une collection privée de peintures en rachetant des milliers de tableaux dans toute l'Europe. Pour stocker ces tableaux, elle fait construire le petit Ermitage, puis le vieil Ermitage. Les tsars suivants ont poursuivi la politique d'agrandissement de la collection en la diversifiant à compter du début du XIXe siècle. En 1852, une partie de la collection devient accessible au public. Le musée présente, à côté de nombreuses pièces de l'Antiquité, une collection d'œuvres d'art européen de la période classique qui compte parmi les plus belles du monde avec celle du musée du Louvre. Parmi les œuvres exposées figurent des peintures de maîtres hollandais et français comme Rembrandt, Rubens, Matisse et Paul Gauguin. On y trouve également des œuvres de Léonard de Vinci ainsi que 31 peintures de Pablo Picasso. Nous voyons ici quelques-unes de ces œuvres. Mais déjà la faim nous gagne. Nous allons rejoindre le restaurant à pied en découvrant les canaux de Saint-Pétersbourg. Nous allons déjeuner devant cette magnifique église du Saint-Sauveur sur le sang versé que nous découvrirons après avoir dégusté le ch'ti
délicieuse soupe russe au chou, surtout si elle est accompagnée en musique. Située à proximité de la place du Palais, l'église du Saint-Sauveur sur le sang versé est édifiée à l'endroit même où le tsar Alexandre II fut assassiné en 1881 lors d'un attentat. Elle a été terminée en 1907 sous Nicolas II. Lors de la Révolution de 1917, elle a été pillée, laissée à l'abandon et sert même au stockage des pommes de terre. En raison de l'humidité néfaste aux peintures, les créateurs ont recouvert les murs et plafonds de 7000 m² de mosaïques, juste apposées les unes aux autres. Majoritairement teintées de bleu et de jaune, elles figurent principalement des représentations bibliques. Non, cette feuille n'est pas scotchée au mur. Admirez l'effet de relief. L'imposant baldaquin au fond de l'église est placé à l'endroit exact où le tsar a été mortellement blessé. Mais écoutons plutôt Julia. Ce fragment, vraiment à l'intérieur de l'église, un fragment du passé. Je vous rappelle que l'événement se passe le 1er mars 1881. Déjà avant, on a dit 7 fois les terroristes essayaient d'assassiner Alexandre II. Et seulement 7 fois, ils ont réussi. Cathédrale Saint-Isaac. Son dôme d'or est visible depuis tous les points de la ville. La cathédrale Saint-Isaac, qui fut pendant longtemps la deuxième plus grande église de la chrétienté, après Saint-Pierre de Rome, se dresse face à la Neva, étrangement isolée sur sa place. Quelques chiffres suffisent pour illustrer le gigantisme d'une construction où le défi technique le dispute aux exigences esthétiques. Recouvert d'une centaine de kilos d'or, le dôme ceint d'une colonnade s'élève à 102 mètres, 8 mètres de moins que les Invalides, coiffant de son diamètre de près de 22 mètres. L'intérieur de la cathédrale est à la hauteur. La richesse de la décoration contraste avec l'austère sobriété de l'extérieur. Un décor solennel, fresques, marbre polychrome et autres matériaux précieux, des colonnes de malachite verte, des lapis lazuites ou encore de porphyre soutiennent l'édifice aux murs recouverts de quelques 200 toiles, mosaïques et fresques représentant des saints. Enfin, témoignage presque insolite de l'orthodoxie, Saint-Isaac s'orne d'un superbe iconostase. Regardez, ce tableau est une mosaïque. Allons y voir de plus près. Départ pour le palais Nikolaïevski. Dans ce superbe palais du XIXe siècle sont donnés de remarquables spectacles folkloriques. Des danses et des chants populaires russes de différentes régions, notamment les célèbres danses cosaques, vont nous enchanter pendant près de 2 heures.
L'entracte sera l'occasion de nous régaler avec des canapés au caviar, du blinis, des fruits et de la vodka. Cette journée va nous permettre successivement de visiter le château de Peterhof et de visiter les canaux du centre en bateau. Mais nous allons quitter la ville en métro. En service depuis 1955, le métro de Saint-Pétersbourg est le plus profond du monde en raison de la présence d'eau et de nappes phréatiques. Certaines de ces stations valent le détour, même si elles n'ont pas toute la magnificence du métro de Moscou. Fiable et rapide, il s'apparente à la fois au RER parisien et à la ligne de métro Météor avec ses portes automatiques. Pas de ticket ici, soit des jetons, soit une carte magnétique. Une fois passé les tourniquets, on emprunte un de ces gigantesques escalators qui permettent d'atteindre les profondeurs de Saint-Pétersbourg. Bon, on va peut-être se tenir tranquille. Avec des appartements. L'architecture de l'église a été construite au début du XXe siècle par l'architecte russe Soudanov. Voilà, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Peterhof. Situé à 30 km de la ville et facilement accessible en bateau ou en bus, le palais et les jardins de Peterhof sont une bonne occasion de se mettre au vert tout en continuant le voyage dans les splendeurs de la Russie tsariste. Malheureusement, nous ne pourrons pas filmer à l'intérieur et nous devrons nous contenter de cartes postales. En créant Peterhof, Pierre le Grand a voulu lui apporter une supériorité sur Versailles, l'étendue sur le golfe de Finlande. Après s'être fait édifier un abri rustique sur l'île de Kotlin et trouvant l'endroit agréable, il dessina les plans d'un petit pavillon, Montplaisir, qui allait petit à petit devenir une résidence impériale somptueuse. L'ensemble s'étend sur plus de 1000 hectares, comportant 7 parcs animés par 206 jets d'eau. Il adorait arroser ses invités au moment où il s'y attendait pas. On ne compte pas moins de 20 palais disséminés dans les parcs. Détruit en grande partie par les nazis, Peterhof a retrouvé sa splendeur grâce au travail des artistes et des artisans qui ont su s'appuyer sur les vestiges et les documents graphiques pour accomplir un magnifique travail de restauration. Nous voici maintenant dans les jardins du Bas. Les deux jardins du haut et du bas de Peterhof sont dénivelés de 60 mètres. Les 155 fontaines fonctionnent sans pompe, uniquement par gravité, alimentées par un aqueduc de 4 km. Elles consomment plus de 35 mètres cubes par seconde. Les jardins du bas sont à la française, composés d'arbres matures. Chacune de ces allées aboutissent à une fontaine, une sculpture ou un pavillon.
La grande cascade, copiée sur celle construite pour Louis XIV au château de Marly, descend 7 vastes marches et elle est ornée de 200 sculptures et 60 jets d'eau. C'est du palais de Montplaisir, au bord du golfe de Finlande, que Pierre le Grand surveillait personnellement les travaux. Projet de Pierre le Grand lui-même. Il a voulu avoir absolument un tout petit palais juste au bord du golfe de Finlande. Et vous allez voir, on va faire un détour, il y a derrière une terrasse, on est vraiment au bord du golfe. Et à l'époque de sa fille Elisabeth, ce pavillon reçoit le nom, le pavillon de Catherine. 12 salles on a dans ce pavillon, c'est un pavillon pour les réceptions des invités de la famille. Au marché kolkhozien Kouznetsny. C'est un marché prisé de Saint-Pétersbourg, l'un des plus typiques et certainement l'un des plus chers. Les produits sont d'excellente qualité, mais il faut reconnaître que c'est pas d'un grand intérêt. Il est devenu connu sous le nom de Kirov, le théâtre Mariinsky en l'honneur de la femme d'Alexandre II, Marie Alexandrovna. On ne vient pas à Saint-Pétersbourg sans faire une promenade sur ces canaux. Saint-Pétersbourg s'étendait à l'origine sur plus d'une centaine d'îles, créées par les bras de la Neva, ses affluents,
ou des canaux artificiels. On est impressionné par l'omniprésence de l'eau à Saint-Pétersbourg, Venise du Nord. Le fleuve, les canaux, constituent autant de percées qui aèrent la ville. On n'a pas l'impression d'étouffer, d'autant plus que la Baltique souffle en permanence un vent humide et vivifiant. Il existe 342 ponts, de dimensions et de styles architectural très variés. Et comme il a déjà été dit, chaque nuit, lorsque la Neva est navigable, en général d'avril à novembre, les tabliers des 22 ponts situés sur la Neva sont levés pour laisser passer les navires. La ville est alors quasiment coupée en deux. Pour cette dernière journée à Saint-Pétersbourg, nous allons découvrir le palais de Pavlovsk, puis le parc Pouchkine, magnifique jardin à la française. Le palais de Pavlovsk est un palais en arc de cercle à 26 km au sud de Saint-Pétersbourg, au milieu de 600 hectares de bois et de lacs. Il a été construit en 1782 par le français Charles Cameron pour Catherine II, qui en fit don à son fils, le futur Paul Ier, qui lui-même en fit sa résidence d'été. La constitution de la collection de Pavlovsk est liée au voyage de ses propriétaires à travers l'Europe. Les somptueux appartements de l'impératrice Maria Fédérovna, créés au début du XIXe siècle et soigneusement restaurés, sont ouverts au public. Mais encore une fois, il s'agira d'images captées ailleurs, les prises de vue étant interdites dans le palais. Distant seulement de 4 km de Pavlovsk, le palais Catherine porte la marque des femmes. En 1710, Pierre le Grand fit don à son épouse Catherine d'un petit domaine au sud de Saint-Pétersbourg. En 1752, l'impératrice Élisabeth Ier ordonna la construction du palais. Elle veut créer le plus beau château du monde et le baptise Palais Catherine en l'honneur de sa mère. La façade du palais mesure 300 mètres de long. Elle est ornée de sculptures dorées. Le parc est extraordinaire. Donc le premier palais qu'on avait construit pour la femme de Pierre le Grand, Catherine Ier, c'était juste la partie centrale qui avait 2 niveaux. Et on avait déjà dit qu'il y avait 16 salles. Mais Élisabeth a agrandi le palais, Rastrelli a ajouté 2 ailes avec une chapelle décorée par des dômes dorés. Vous voyez ces baroques russes, donc les façades sont richement décorées, les grilles superbes pour les balcons, la sculpture. Remarquez, à l'époque d'Élisabeth, toute la sculpture a été dorée. Mais on avait enlevé la dorure à l'époque de Catherine II, parce que le soir, avec le soleil, on a beaucoup, donc ça brille beaucoup. Et un jour, Catherine II a eu vraiment peur que le palais, en se promenant dans le parc, de loin, elle a eu l'impression que c'était le feu, que c'était l'incendie. Сейчас там девушка уйдет задним планом, вот она уходит. Les gens propos ont gardé les barques. À gauche, l'ambassadeur qui est décoré par le pavillon qui s'appelle la grotte. Le pavillon a été construit à l'époque
le vin et la vodka aidant, nous allons déjeuner une cuisine traditionnelle russe dans le restaurant du parc.